Alors, clairement, comme on l'a dit, la puberté est un élément déclenchant majeur chez les femmes. Un choc psychologique, certains patients le citent, c'est vrai, mais en dehors de quelque chose de très précis, ce n'est pas quelque chose qui apparaît très très souvent dans le récit des patients. Un traumatisme crânien peut déclencher une maladie migraineuse qui était jusque-là absente. La prise d'une pilule contraceptive peut déclencher une maladie migraineuse qui ne va pas s'arrêter nécessairement quand on arrête les contraceptifs. Un accouchement, après un accouchement, peut démarrer une maladie migraineuse. Mais le pourquoi de ce démarrage reste totalement inconnu. Avoir une hygiène de vie, c'est-à-dire une vie réglée, hein, dans le temps et dans les repas et dans les activités, est un facteur pondérateur des crises, ça c'est certain. Je veux dire, un migraineux va se méfier énormément du vin blanc, par exemple. Donc là, on est la fondue, c'est un aliment, vous voyez, du fromage fondu plus du vin blanc, c'est une association que le migraineux redoute par-dessus tout. Les écarts de température sont quelque chose que le migraineux supporte pas bien. Vous voyez, par exemple, de rester au soleil pendant 2 heures et puis d'aller se baigner brutalement, ça peut déclencher une crise de migraine. Le passage du chaud au froid, c'est-à-dire sortir d'un sauna ou du hammam et d'aller se rouler dans la neige comme le font nos amis nordiques, c'est pas bon pour le migraineux. Donc ça, c'est des causes qui sont des causes vraiment relativement classiques qu'eux ont appris à connaître. Mais il y a un certain nombre d'aliments qui vont probablement aussi intervenir, qui vont libérer des substances, qui vont jouer sur la vasomotricité au niveau du cerveau et déclencher des crises. Et l'enquête alimentaire est très 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 difficile à préciser. Et c'est pour ça, on sait très bien que l'alcool, ça perturbe beaucoup le métabolisme du magnésium. Et l'explication, je pense qu'elle est là, j'en suis pas tout à fait sûr, mais je la donne comme telle, que la migraine déclenchée par les boissons alcooliques, c'est la crispation et l'augmentation de la perturbation du déficit de magnésium. De manger presque compulsivement un aliment et se fixer sur le chocolat peut être un signe précurseur de la migraine. La migraine apparaît le lendemain ou le surlendemain, non pas parce qu'on a mangé du chocolat, mais qu'on était déjà dans la période de crise migraineuse. Mais il n'y a pas de régularité. Quand on regarde les allergies alimentaires, on observe qu'effectivement, le chocolat et le fromage arrivent assez en tête, mais après, pratiquement tous les aliments sont cités, hein, la viande, certains légumes, etc. Et là, il y a plusieurs cas. Donc, il y a des gens qui suppriment l'aliment en question et qui observent effectivement un arrêt de leur crise de migraine. C'est vrai que j'ai peur pour mes enfants parce que j'ai mon fils qui a 13 ans et demi, qui a une migraine tous les 6 mois. Ça me fait un peu peur et j'ai dit j'espère que mes enfants, vous n'allez pas hériter de ça. Parmi les questions que nous allons poser à quelqu'un qui vient consulter pour des migraines, le fait que la maman ou une tante ait des antécédents de migraine est pour nous un argument supplémentaire. J'ai 4 sœurs. Sur les 4, il y en a 3 qui ont moins souvent que moi. Ça va leur arriver une fois tous les 6 mois. Bon, et donc elles le supportent. J'ai aucun membre de ma famille qui a eu des migraines ou qui aurait aujourd'hui des migraines, non, aucune raison valable. Il y a un type de migraine qui est clairement, pour lequel on a isolé le gène et donc qui est clairement une migraine avec des facteurs, des composantes génétiques. Donc qui peut, dans certaines conditions, qu'on n'a pas encore très très bien précisées, qui peut être héréditaire. Cela dit, c'est loin d'être la totalité des migraines. En tout cas, si c'est le cas, on n'a pas encore isolé, on n'est pas encore parvenu à isoler le gène. Donc ces migraines-là, ce sont des migraines qui ne touchent qu'une très très petite partie des migraineux, hein, les migraines à composante génétique. Eh ben, je voudrais qu'on trouve quelque chose qui nous calme ces migraines, parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien. La migraine est une affection difficile à traiter. Le traitement de fond est compliqué, le traitement de la crise nécessite parfois des doses importantes de produits. Si de façon simple vous pouvez éliminer la survenue des crises de migraine, c'est dire l'importance à la fois des mesures d'hygiène et des mesures d'éviction alimentaire. La première arme, c'est de savoir écouter les migraineux.
Et ça prend beaucoup de temps, en particulier à la première consultation. Ce sont des gens qui arrivent souvent, nous en tout cas, nous les voyons souvent un petit peu désabusés, venant sans grand espoir, convaincus qu'on ne va pas faire grand-chose, ayant entendu toute leur vie leur mère ou leur grand-mère se mettre dans le noir, dire qu'on ne peut rien faire, sans parler des copains qui leur disent « mais comment tu as la migraine, tu n'as qu'à prendre de l'aspirine et ça va passer ». Ce qui est possible, l'aspirine peut marcher dans la migraine, mais les malades qu'on voit généralement, c'est ceux qui sont déjà résistants à l'aspirine. Il faut savoir écouter les gens, reconnaître leur maladie, et je dirais les convaincre qu'ils ont une vraie maladie. Ce sont les premiers à devoir être convaincus. Et ensuite, on peut leur proposer de multiples traitements, des traitements de crise, et on en a quand même un certain nombre avec l'arrivée en plus de cette nouvelle classe médicamenteuse depuis une dizaine d'années qu'on appelle les triptans. Quand les crises sont fréquentes, des traitements de fond pour espacer les crises. Et ces traitements de fond peuvent être des médicaments, on en a une dizaine qui sont bien évalués dans cette indication, des techniques non médicamenteuses, l'acupuncture, la relaxation. L'éventail est très large. Mais il faut savoir proposer un schéma, savoir expliquer au malade qu'il ne va pas être guéri, mais qu'on va pouvoir l'améliorer, bien fixer son but et lui dire que rien ne va se faire avec une baguette magique. Et qu'il va falloir le revoir régulièrement, au bout de 2, 4, 6 mois, savoir changer un traitement qui est inefficace. C'est une prise en charge longue, c'est du chemin à parcourir, mais beaucoup de migraineux reconnaissent après quelques mois que le jeu en valait la chandelle. Quand un patient vient me voir pour une migraine, je ne sais pas si je vais lui proposer d'abord du magnésium, si je vais lui proposer de l'acupuncture, si je vais lui proposer de l'homéopathie, si je vais lui proposer des soins au niveau du cou. Tout dépend du diagnostic, puisque un certain nombre de patients vont venir avec le diagnostic de migraine et se révéler des céphalées de tension. Un certain nombre de patients vont venir avec des maux de tête et se révéler en fait des migraines, par exemple des migraines qui peuvent survenir à l'approche de la ménopause. Le traitement que moi je vais proposer va être fondamentalement différent que pour des maux de tête qui surviennent chez un étudiant qui prépare les grandes écoles. La migraine est une affection qui démarre très très tôt. Donc les gamins ne vont pas toujours se plaindre de la douleur, mais parfois d'un certain nombre d'autres symptômes. Probablement on peut plus facilement soigner les enfants que les adultes, parce que les adultes ont un parcours de migraineux souvent difficile, hein, alors que maintenant on a des traitements beaucoup plus efficaces, on peut bien les éduquer à bien prendre les traitements de crise, à bien identifier ces céphalées de tension, de migraine. Et puis, nous, ici, à notre consultation, on utilise beaucoup les moyens non pharmacologiques en traitement de fond, c'est-à-dire qu'on a des groupes de relaxation et d'hypnose qui vont permettre de bien améliorer le tableau au long cours, on va dire. Bon, nous, en consultation, on fait des certificats pour l'école pour que les enfants puissent bénéficier d'un traitement de crise à l'école, parce que c'est fondamental, hein. On sait que le succès d'un traitement de crise se situe parfois à un quart d'heure, hein. Si on attend trop, eh bien donc les enfants doivent avoir leur comprimé ou le sirop dans les poches, est un peu plus difficile. Mais enfin, il faut vraiment que ce soit précoce, donc les enseignants doivent être informés, les infirmières scolaires, et là aussi des fois il y a des petites difficultés parce que les infirmières ne sont pas toujours là pour avoir le certificat quand il faut, on imagine certains retards, et donc de plus en plus on encourage les enfants à avoir les comprimés dans les poches et à les prendre directement pour éviter les retards. Et sinon au niveau de la médecine scolaire, les choses commencent... Enfin, il y a une enquête, on a fait une enquête avec le médecin scolaire de la ville de Paris il y a 2 ans, en 98, hein, on a pris 2000 enfants tirés au sort et on a fait donc une évaluation rigoureuse de la migraine, donc on a trouvé entre 8 et 10%, comme partout dans le monde, hein, donc des enfants, il y avait 2 tranches d'âge, des 6-7 ans et des 10-11 ans. En consultation, souvent les parents sont migraineux. Alors il y a plusieurs cas de figure, en effet il y en a qui vont vous dire, moi je ne veux pas que mon enfant connaisse ce que j'ai vécu, et donc il nous l'amène vite. Il y en a aussi qui nous disent, ben oui, il nous fait du cinéma, alors que c'est vraiment le même tableau qu'eux présentent, et que les mêmes difficultés qu'eux ont rencontrées, car il faut le rappeler, les migraineux, on ne les prend pas au sérieux. Hein, on pense que c'est toujours une part de simulation.
Et alors qu'en effet, ce sont des enfants qui ont de réelles, d'authentiques crises de migraine avec un handicap social réel. J'ai lu que les migraines étaient la première cause d'absentéisme en France, dans le monde du travail. Et en fait, je pense que fatalement, on a un peu tendance, quand on a une migraine, à se dire « je ne suis pas bien », à s'allonger, à rester chez soi. Et je pense que ça, c'est une spirale infernale. Je rentrais du travail, je disais je vais me coucher, je n'en peux plus, je n'en peux plus. Alors c'est ça aussi qui était... Et alors je ne mangeais même pas. Le midi, je rentrais du travail, j'allais me coucher et je repartais après en mangeant rien, en buvant une tasse de café et en repartant. C'est très difficile d'aller travailler, c'est difficile pour l'entourage, puisque c'est... En fait, les gens, pour eux, la migraine, un mal de tête, c'est rien. C'est extrêmement difficile. Bon, il y a aussi des migraines qui sont des migraines liées clairement au cycle ovulatoire des femmes. Et ces femmes peuvent être très calmes ou pas calmes. De toute façon, c'est un phénomène hormonal, visiblement. On a incriminé souvent le rôle de la pilule, le rôle des hormones. Ça reste controversé. Il y a des patientes qui vont faire des migraines ou qui vont faire des maux de tête à cause de la pilule. Il y en a qui vont être soulagées grâce à la pilule. Certaines femmes vont voir les migraines disparaître à la ménopause, d'autres vont les garder jusqu'à un âge plus avancé. On a compris déjà comment ne pas accentuer les migraines, c'est déjà pas mal, avec nos traitements, en particulier contraceptifs ou en particulier de la post-ménopause. Donc on a compris qu'un taux stable d'estrogène était souhaitable, on a compris qu'on utilisait très souvent des anti-estrogènes que sont les progestatifs, qui nous servent dans beaucoup de domaines gynécologiques pour des histoires d'utérus ou quelquefois des histoires de sein, de régulation du cycle menstruel, et qu'au contraire, ces produits qui se comportent comme un opposant à l'estrogène pouvaient déclencher des crises migraineuses. Donc ça, normalement, on est moins nuisible qu'avant, et chez une femme qui a des crises migraineuses habituelles, on a appris beaucoup mieux à les manipuler, à lui rendre service. Donc a priori, même chez une migraineuse, on peut se servir de contraception. On sait quelles sont les crises migraineuses dangereuses qui contredisent absolument l'utilisation de la contraception. Et on sait comment choisir mieux une contraception pour l'adapter à une migraineuse. Même chose pour une femme en post-ménopause. Donc on a cessé d'avoir une espèce d'inquiétude magique, si vous voulez, pour toute possibilité d'utilisation d'hormones parce que c'était une migraineuse. Et on sait comment les utiliser bien, on sait constater quand on les utilise mal, et on sait se corriger dans des délais très brefs. Donc ça, à mon avis, c'est un progrès. Alors, est-ce qu'on a vraiment compris pourquoi certaines femmes étaient migraineuses devant exactement les mêmes agressions, disons, vasculaires que d'autres? À mon avis, on a encore beaucoup de travail à faire, mais on a des produits de plus en plus efficaces et de moins en moins intolérable, disons inacceptable par les patientes. Alors une de nos surprises, c'est quand même de voir que même quand c'est efficace et même quand ça n'a pas d'effet secondaire, c'est moins utilisé que nous ne le pensions. C'est-à-dire on a l'impression de rendre un service qui est moins important que ce qu'on imaginait pour chaque migraineuse. Et on s'aperçoit qu'en fait, un certain nombre de migraineuses ont été migraineuses très très tôt dans leur existence et que ça fait partie de leur personnalité et que, je ne vais pas dire toutes évidemment, mais qu'un certain nombre sont presque troublés de voir disparaître cette spécificité de la migraine quelques jours par mois de façon relativement imprévisible. Un petit peu comme des obèses, si vous voulez, seraient désorientés si tout à coup leur poids revenait exactement à la normale statistique. Donc ça fait partie de particularités qui ont été supportées extrêmement jeunes en général dans l'existence, qui ont fait très tôt partie de la personnalité, et on a la surprise de voir que certaines personnes en fait ne tiennent pas autant qu'on le pensait à s'en débarrasser. C'est une petite surprise, c'est même une surprise importante pour nous. Quelquefois on croit leur rendre un service considérable et on s'aperçoit qu'elles n'y tiennent pas autant qu'on l'avait pensé. Je vois qu'il y a une liaison, j'ai l'impression que c'est en période d'ovulation, j'ai plus tendance à avoir de migraines, mais je ne suis pas sûre à 100%. Donc j'essaie de prévenir, mais je n'y arrive jamais complètement. Alors les progrès qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de démonter tous ces symptômes prémenstruels et d'essayer de les traiter séparément et de produire une adaptation la mieux calculée possible, mais symptôme par symptôme, pas en
considérant le syndrome prémenstruel comme un bloc. Quand on regarde les courbes hommes-femmes, après la ménopause, on conserve la prépondérance féminine. C'est-à-dire que même si la prévalence baisse, elle baisse dans les deux sexes à peu près de la même façon, si bien qu'on garde à peu près 2 femmes pour un homme, peut-être un peu moins qu'à l'âge de 40 ou de 30 ans. Donc il n'y a pas du tout que la ménopause qui fait que la prévalence baisse, il y a l'âge. Et en fait, finalement, la plupart des maux de tête ont tendance à disparaître avec l'âge. Comme si, en fait, le système nociceptif au niveau de la tête est moins sensible avec l'âge, mais ça reste quelque chose de très mystérieux. Voilà, sur la gauche. Alors asseyez-vous. Très bien. Donc vous venez pour des céphalées? Oui. D'accord. Vous avez 52 ans, ça fait depuis l'âge de 20 ans que vous avez des céphalées? Ça fait une trentaine d'années maintenant, j'en ai 3-4 fois par semaine. C'est un service qui est dédié à voir soit vraiment des urgences neurologiques qui se traduisent par une céphalée aiguë. Il rend sans doute des services importants en permettant de diagnostiquer des algies vasculaires, qui est une maladie rare qui est insuffisamment diagnostiquée et où les gens souffrent atrocement, peut-être encore plus, et sans doute encore plus que dans la migraine. Et les délais actuellement pour faire un diagnostic d'algie vasculaire, on évalue que c'est 15 ans. Donc les gens souffrent pendant 15 ans et avant on leur a dit qu'ils ont des sinusites, des migraines, etc. Je suis venue pour essayer de trouver un médicament qui arrive à me soulager et à éviter toutes ces crises. Mais il est vrai que pouvoir voir un migraineux en urgence quand c'est une crise très très forte, c'est un avantage. Ceci dit, après, on n'a pas résolu le problème et il faut un suivi. Donc madame, vous avez très mal aux yeux, je crois, à cause de la migraine. On va diminuer un peu la lumière. J'avais trouvé une petite pilule miracle il y a 1 mois. Oh, ça a duré 15 jours et c'est fini, quoi. Donc moi, je suis une pharmacie ambulante. C'est-à-dire que dans mon sac à main, il y a tout ce qu'il faut. Et moi, je suis droguée. Je suis une droguée. Si demain, on me donne une piqûre au moment de la migraine et on me dit « tu te drogues », je suis certaine que je le fais. Je suis sûre que je le ferai parce que j'ai entendu dire qu'avec ça, il n'y avait plus de migraine. Il y a 2 types de médicaments. Il faut distinguer d'une part ce qui est nécessaire et ce qu'on pourra éventuellement utiliser. Ce qui est nécessaire, c'est le traitement de la crise. Le patient, il a une pathologie qui évolue par crise, donc il aura automatiquement un traitement de crise. Et éventuellement, et ça c'est le patient qui décide, si ces crises sont trop fréquentes ou le gênent trop, ou bien les médicaments de crise ne fonctionnent pas suffisamment, on pourra mettre en route un traitement de fond. Mais ça, le traitement de fond, ça n'est pas obligatoire. Donc le traitement de crise, il y a plusieurs gammes thérapeutiques. D'abord, des médicaments qu'on appelle de classe 1, qui sont les dérivés de l'acide acétylsalicylique ou du paracétamol. Encore que le paracétamol, ça ne marche pas très très bien. Ensuite, il y a les combinaisons de ces produits avec soit du méthoclopramide, soit de la caféine, soit de la codéine. Encore que la codéine, il faut faire très attention parce que ça induit des céphalées quotidiennes chroniques par abus médicamenteux. En passant au stade au-dessus, vous avez les anti-inflammatoires qui sont utilisés à des doses non anti-inflammatoires la plupart du temps, c'est-à-dire à 200 mg au lieu de 400 mg dans leur dose anti-inflammatoire. Ensuite, vous avez les dérivés de l'argot de seigle qui sont avec plusieurs présentations. Ils sont 2 sortes, les dihydroergotamines et les tartrates d'ergotamine. Les dihydroergotamines en traitement d'urgence sont exclusivement en injectable et en spray nasal.